Alors, quel est l'autre intérêt? Bah, l'autre intérêt, ce sont les ICO. Parce que là, quand je vous parlais de tokens, je vous parlais de quelque chose qui existait. Par exemple, vous avez acheté un appartement, vous le tokenisez. Mais l'appartement, il existe, il est là, l'appartement. Eh bien, il faut savoir que le token peut être utilisé également avant l'achat de l'appartement. Il peut être utilisé pour faire ce qu'on appelle une ICO. Donc, c'est la levée de fonds sur les cryptos. Initial Coin Offering. Donc, utiliser la tokenisation en amont, ça sert à quoi? Ben, ça sert à financer un projet. Hein, ça sert à lever des fonds. Et on va financer le projet en reprenant les mêmes codes que l'introduction en bourse. Donc là, par exemple, au lieu d'acheter un appartement de 100 000 euros, vous allez faire une étude de marché. Et vous allez créer, par exemple, une page où vous allez vous présenter, faites une vidéo, blabla, et vous dites, alors voilà, je m'appelle un tel, voilà mon background, voilà mes revenus, hein, vous jouez la carte de la transparence. Il y a cet appartement, il vaut 200 000 euros, je n'ai pas envie d'aller vers une banque. J'ai besoin aujourd'hui de 150 000 euros. Moi, j'ai 50 000 euros, j'ai besoin de 150 000 euros. Donc, je vends mon token avant d'avoir acheté l'appartement. Et l'argent qui a été gagné dans cette levée de fonds, ben, je vais le prendre et je vais acheter cet appartement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une ICO, tout simplement. Donc une ICO, c'est ça. C'est j'ai un projet qui n'existe pas, j'ai besoin d'argent pour financer ce projet, je fais donc une levée de fonds. Donc c'est toujours pareil, il y a un token, sauf que c'est un token qui prendra de la valeur dans le futur parce qu'aujourd'hui, il ne repose sur rien. Alors ça pose plein de problèmes, hein, la confiance, etc. Mais voilà. On va prendre un autre exemple, l'exemple du sportif. Donc cet été, moi, j'ai un de mes potes qui aujourd'hui alors il n'est pas agent sportif, mais il travaille dans le monde de l'agence, je ne sais pas comment on dit, des agents sportifs, on va dire. Donc son boulot, c'est d'aller en Amérique latine et d'écumer les villages, etc., pour trouver des bons petits gars qui ont un talent, notamment pour le football. Et ensuite, il va les prendre sous son aile, il va voir les parents, il passe un contrat, etc. Il dit, alors voilà, nous, on va supporter les coûts, on va supporter ça pendant 5 ans, on va le mettre dans cette école, il va venir en Europe, on va le former ici. Tout ça, ça coûte de l'argent, mais si je ne me suis pas trompé, ce mec-là, là, demain, ça sera un zizou et il va se faire acheter 300 millions par le Real Madrid. Et alors là, mon gars, c'est jackpot. Et bien cet agent, moi, je lui ai dit, pourquoi est-ce qu'on ne tokeniserait pas tes petits gars? Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, tu as besoin de 60 000 euros pour ce mec-là au Pérou, 60 000 euros pour le former sur 6 ans. Bon, c'est un exemple, hein, l'argent. Et bien pourquoi est-ce qu'on ne tokeniserait pas ces 60 000 euros? On irait voir les gens et on dirait, bah, écoutez, les gars, il y a ce petit joueur-là, qu'est-ce qu'il voudrait investir? Et donc là, on tokeniserait ce gamin et les gens achèteraient des tokens qui représentent ce gamin. Et si ce gamin fait partie des 1% qui ensuite signent un contrat, ben là, c'est Migo, parce que putain, si on avait tokenisé Messi, vu les contrats que Messi gagne et rapporte, c'est énorme. C'est en gros un peu ce que fait Tokenstar. Tokenstar, eux, ils essaient de tokeniser les joueurs de tennis pour que l'argent des sponsors, des tournois et tout, revienne du coup aux investisseurs. D'accord? Donc voilà toutes les applications de la levée de fonds pour financer des projets. Alors, c'est mieux que du crowdfunding. Le crowdfunding, c'est bidon. Ça ne sert à rien, le crowdfunding. Crowdfunding, c'est tu donnes de l'argent pour un objet, parce qu'en général, c'est un objet, et c'est tout. Voilà, pour l'avoir à un prix plus intéressant ou pour financer un produit qui se passe. Là, c'est différent. Là, c'est mieux que du crowdfunding parce que tu touches de l'argent. On n'est plus dans le mécénat, là. Tu sais, l'artiste que j'ai rencontré à Nice cet été, je lui dis, mais écoute, moi, c'est du mécénat, mais en même temps, les mécènes gagnent de l'argent sur tes toiles parce que quand ta toile est vendue, il y a de la thune qui se fait, etc., etc. Alors, le processus, du coup, alors, pardon, je n'ai pas fini ma petite phrase. Donc, on parle d'Initial Coin Offering, donc ICO. Donc, s'il vous plaît, dites pas ICO, ISO, machin, c'est ICO, point final. OK. Donc, l'investisseur, qu'est-ce qu'il fait? Il présente son projet, budget, combien il a besoin, à quoi va servir l'argent, blablabla. Sa rentabilité, qu'est-ce que j'estime, enfin bref. Et ensuite, il va émettre des tokens qui vont avoir un double emploi. D'abord, ils vont servir à lever des fonds et ensuite, ils vont servir à partager des revenus comme une action. En gros, c'est comme une IPO, hein, une introduction en bourse. Donc le processus, il est le même hein, que celui qui a été décrit précédemment. J'ai un bien, je le tokenise, je le vends, et puis ensuite, il est dans une bourse. Sauf que là, c'est plus risqué quand même pour l'investisseur, parce que entre acheter un appartement qui existe et où il y a déjà un locataire dedans, et donner un token à un mec qui dit « ouais, je vais acheter un appartement », forcément, il y a la dimension de la confiance, de la capacité au mec à finalement trouver le bon appartement. Donc forcément, c'est plus risqué. Mais bon, qui dit plus risqué, dit aussi plus de thunes, hein, parce que un token qui est acheté pendant une ICO est toujours bien moins cher que le token quand le projet est sorti. Enfin, pas tout le temps, mais bien évidemment, en général, c'est comme ça. Donc forcément, c'est plus risqué, mais en même temps, on peut gagner plus d'argent.
Bon, il y a une dimension du coup qui est entrepreneuriale, mais beaucoup plus risquée. Alors là, ce n'est pas vraiment de l'investissement. Là, on parlerait plutôt de capital risque. Parce que si vous participez à une ICO, en fait, vous participez à un projet qui n'existe pas dans 99% des cas, qui n'existe pas, qui n'a pas encore de revenus, etc., mais qui peut le faire. Bon, les ICO du coup. Parce que là, j'ai dit qu'une ICO, ça sert à lever des fonds, mais les ICO aujourd'hui, c'est surtout et essentiellement pour financer des sociétés sur la blockchain. 99,99% des ICO aujourd'hui, c'est juste financer une entreprise. Donc, c'est tokeniser une entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'on tokenise une boîte, une entreprise, et elle a un projet. Et du coup, elle lève des fonds via cette ICO, au lieu de lever des fonds ailleurs. Ouais, il y a Dom Raider aussi, c'est français, c'est pas mal, je ne sais plus ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font déjà? Ah oui, c'est les noms de domaine. Voilà, Dom Raider, ils ont tokenisé la vente de noms de domaine. Enfin, pas tous les noms de domaine, mais les noms de domaine qui vont bientôt expirer. Bon, c'est français, c'est une boîte qui gagne déjà pas mal d'argent. Et là, ils ont lancé leur ICO il y a je ne sais plus combien de mois. Bon, donc, qu'est-ce que c'est qu'une ICO en fait, hein? Une ICO, c'est un mélange d'une IPO, donc une introduction en bourse, de crowdfunding et de capital risque. Voilà, l'ICO, ça se met au milieu de ces trois-là. Alors, c'est une IPO, pourquoi? Une IPO, c'est une levée de fonds dans les marchés traditionnels, sur les marchés actions, quand une entreprise s'introduit en bourse. Donc, en gros, une entreprise va en bourse pour une X ou Y raison, pour financer un projet, sa boîte, peu importe. Elle crée des actions, comme nous, là, on créerait des tokens, et elle vend ces actions aux investisseurs, en promettant de la rentabilité, blablabla. Ensuite, le crowdfunding, qu'est-ce que c'est? Alors, le crowdfunding, c'est plus puissant qu'une IPO parce qu'on s'adresse à nos consommateurs. Vous savez, un client vaut plus d'argent qu'un investisseur. Par exemple, quand vous investissez sur Apple, ou plutôt non, quand vous investissez sur quoi? Quand vous investissez quand vous investissez dans Nvidia, allez, puisque là, Nvidia a fait 60% de ventes cette année de cartes graphiques grâce au minage. Donc ça, c'est le futur business des cartes graphiques. Vous investissez sur Nvidia, mais vous n'êtes pas un utilisateur des produits de Nvidia. Vous êtes juste un investisseur. Alors que le crowdfunding, vous investissez dans quelque chose que vous allez utiliser en général. Donc le crowdfunding, c'est bien parce qu'on s'adresse directement, on lève des fonds dans une communauté qui va utiliser. Donc c'est un peu comme si on prévendait le truc, quoi. C'est ça, c'est on s'adresse aux gens en disant voilà mon projet. Tu peux investir aujourd'hui, soit parce que tu vas investir, mais surtout parce que tu seras un futur utilisateur. Et c'est ça qui est pas mal avec les ICO, c'est que ça permet de lever des fonds auprès des communautés d'utilisateurs, donc les futurs clients. Un client, ça vaut plus d'argent qu'un investisseur. N'oubliez ça jamais. N'oubliez jamais. Si on vous dit, est-ce qu'il vaut mieux lever 500 000 euros auprès d'un investisseur ou lever 100 000 euros auprès de 1000 et 100 000 euros auprès de 1000 clients? Ah, et pardon, et le capital risque, bien évidemment, où là, vous prenez un risque, hein, vous investissez sur un truc qui n'existe pas, quoi. Alors, est-ce qu'il y a une bulle ou pas? Bon, cette année, depuis le mois de juin, les montants levés par les ICO ont été supérieurs aux montants levés par le capital risque traditionnel. Alors, je ne sais plus quel mois, je crois que c'était au mois de juin, il y a eu genre 320 millions de dollars levés au mois de juin contre 290 millions par les VC traditionnels. Cette année, les ICO, c'est 1,6 milliard de dollars levés. Hein, on est juste au mois de septembre. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on est dans une bulle? Il y a 3 à 10 ICO par jour. Au début d'année, c'était une ICO par jour à peu près. Là, il y en a 3 à 10 tous les jours qui tombent. Qu'est-ce qui fait une ICO aujourd'hui? Il y a des entrepreneurs, des vrais. Il y a des arnaqueurs, des vrais aussi. Ou alors des arnaqueurs, mais sans savoir qui le sont. En gros, des mecs, ils ont une idée, ils lèvent des fonds, puis après, ils se rendent compte, en fait, c'était pas possible. Bon, tant pis, hein, on a pris l'argent, on se casse. Il y a des développeurs aussi. Donc, c'est des gens qui programment, qui ont trouvé une solution et qui disent, oh putain, trop bien, j'ai besoin d'argent, je vais montrer ma solution au monde. Mais c'est des développeurs, c'est pas des entrepreneurs. Donc, en général, c'est difficile après d'exécuter parce que c'est pas parce qu'on a une bonne idée que la suite peut aller. On a des rêveurs aussi, des mecs qui font des utopies de tarés, comme le gars, là, le fou du Bitcoin, qui est en train de créer un nouveau pays. Là. Bon, ça, c'est un peu un doux rêve. Puis après, il y a les suiveurs de mode. Par exemple, il y a des mecs qui font, oh, tiens, une manière de lever de fonds. Bon, je ne sais pas trop ce que c'est, mais allons-y. Ça existe. Hein. Voilà pourquoi c'est une bulle, quoi, parce que tout le monde se fout dedans. Quoi. Alors, le phénomène des ICO et du boom des ICO, il s'explique pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la logique. Cette année, les cryptos ont créé des millionnaires.
Moi, la crypto, ça m'a permis de rencontrer plein de millionnaires. J'ai jamais rencontré autant de millionnaires de ma vie que depuis que je fréquente des mecs de la crypto. Et des gens que je ne soupçonnais pas, hein. Il y a encore 2, 3 semaines, j'ai rencontré un millionnaire, je le verrai dans la rue, je lui donnerai une pièce. Parce que c'est pas un vrai homme d'affaires, c'est juste un chatard, hein. Il y a quelques années, il s'est intéressé au Bitcoin. Bon, voilà, il avait 300-400 Bitcoins. Il a monté un petit truc sur le Bitcoin pour aider les mineurs en Bulgarie. Ça leur apportait pas mal de Bitcoin. Et aujourd'hui, bah, voilà, le mec, il est pépère, hein. Donc, forcément, la crypto, ça a créé beaucoup de millionnaires, surtout cette année, surtout sur l'Ether. Quand on a l'Ether qui est passé, bon, en début d'année, l'Ether, il était à 30 dollars. Je me suis dit, oh, mais c'est trop ce truc-là. Non, non, je ne vais pas l'acheter. Bon, on en reparlera demain, hein. Mais ça, c'était une connerie parce que putain, l'Ether, il est monté après à 400 dollars. Mais bon, il y a des gens qui ont été plus malins que moi, ou en tout cas avec plus de couilles, et qui ont investi dans plein de cryptos, notamment l'Ether, etc., qui ont fait 10 000%, 50 000%, 300 000%, ou même juste en Bitcoin, et ils sont devenus millionnaires. Et ces millionnaires, du coup, c'est pas des vrais millionnaires, quoi. C'est pas des millionnaires comme dans la vie de tous les jours, des mecs qui ont été des investisseurs, donc qui savent comment gérer de la thune. Non, eux, c'est des gagnants d'une loterie. Et c'est quoi le point commun des gagnants d'une loterie? C'est des mecs qui, en général, n'avaient pas avant d'argent et qui, tout d'un coup, en ont. Et comme vous savez, il y a plein d'histoires de mecs qui sont devenus ruinés. Et bien, dans la crypto, c'est pareil. Il y a plein de mecs qui ont gagné plein de thunes, mais ça, c'est vrai, hein, et qui se disent, bah, tiens, tu sais quoi, là, j'ai 7 millions, là. Bah, pourquoi je ne mettrais pas 100 000 euros sur elle et tout? Après, il y a un autre souci, c'était la Chine. La Chine, pendant un moment, elle a dit, bon, bah, les gars, le Bitcoin, ça commence à être un peu illégal, hein, pour nous. Et du coup, il y a plein d'investisseurs chinois qui se sont dit, bon, alors comment on fait? Eh ben, je vais blanchir mes bitcoins. Si je n'ai pas le droit en Chine de retirer mes bitcoins en yuan chinois, eh ben, je vais les investir dans des ICO. Voilà. Donc, il y a énormément de thunes. Vous imaginez pas à quel point les gens sont riches dans la crypto, enfin ceux qui étaient là avant cette année. Et du coup, tous ces gens-là investissent énormément d'argent, notamment sur l'Ether. Et du coup, bizarrement, la bulle de l'ICO a monté en même temps que la bulle de l'Ether, la mini-bulle de l'Ether qui a éclaté du coup cet été. Alors, les investisseurs, en plus, sont rarement des investisseurs avisés, hein. C'est des mecs, tu peux leur faire croire tout ce que tu veux, parce que justement, ce n'est pas leur boulot. Ce n'est pas des investisseurs professionnels. C'est des mecs qui lisent un bout de papier qu'on appelle un white paper. Voilà, c'est un bout de papier qui dit en gros ce que tu veux faire. Et le mec fait, oh, c'est pas mal, ah, tiens, 20 000 euros. Et puis, c'est facile de créer une ICO, hein. Tout le monde peut le faire, hein. Demain, vous pouvez le faire si vous voulez. Le comportement avis de l'être humain, parce qu'il y a plein d'ICO qui disent, ouais, vous savez, vous pouvez gagner 70 000%. Le mec fait, ah putain, 70 000%, bon, bah tiens, je vais mettre 1 000 euros. Un marketing bien ficelé, parce que putain, il y a des ICO qui sont vraiment marketingment parlant super bien, et du coup, ça donne vraiment envie d'investir. Bon, là, c'est des trucs assez négatifs. Il y a aussi du positif quand même. Les ICO, il y a quand même un réel engouement parce que il y a un vrai engouement sur la blockchain et sur les projets, parce que les projets de la blockchain, il y en a beaucoup qui sont quand même géniaux, quoi. Même si là, j'ai dépeint l'ICO comme quelque chose de merdique, c'est juste des mecs qui ont gagné de l'argent, qui ont foutu de la thune dans des projets. Ce que j'ai vu cette année, c'est une professionnalisation des ICO. Au tout début de l'année, franchement, les ICO, c'était abusé. Mais vraiment abusé. J'ai même vu une ICO d'un mec qui a levé 700 000 dollars sur un forum. L'ICO, c'est EquiTrader. Le site à l'époque était nul. Il n'y a pas le nom du mec, pas d'entreprise enregistrée nulle part. Et le mec, en fait, sur Bitcoin Talk, il a commencé à dire, alors voilà, moi je vais faire ça, moi je vais faire ça, blablabla. Le mec, on fait, oh putain, mais c'est super, c'est une bonne idée, blablabla. Et il a levé en 2, 3 semaines 700 000 dollars. Et après, il a fait, ah ben super, merci les gars. Bon, ben vous savez quoi, je vais embaucher un gars là. On sera deux à bosser sur le truc. Oh, je vais peut-être en embaucher un troisième. Voilà, ça, c'est ce que j'ai vu quasiment tous les jours cette année. Mais par contre, ce que j'ai vu également, c'est une nouvelle tendance. C'est une tendance à la professionnalisation. On parlait par exemple tout à l'heure de Kexcoin. Kexcoin, c'est une entreprise qui est ultra costaud, ultra solide, qui a une équipe qui est ultra balèze, qui se lance dans les ICO. Il y a plein de boîtes qui commencent à se lancer dans les ICO, qui ont déjà des business ultra balèzes, etc. Donc, il y a de plus en plus une professionnalisation des ICO. Et donc, contrairement à l'an dernier et à ce début d'année, il y a maintenant beaucoup d'ICO qui sont beaucoup plus intéressantes, ultra structurées, avec des mecs, des têtes derrière, et qui ont déjà beaucoup d'argent. Parce que n'oubliez pas qu'une ICO, comme je dis, c'est surtout pour le crowdfunding, ça génère une communauté. Moi, par exemple, j'ai rencontré pas mal de personnes. Là, j'avais rencontré une boîte à Kiev dans pas longtemps. Eux, ils ont déjà énormément de thunes, mais ils font quand même leur ICO. Ils n'ont pas besoin de cet argent, mais ils ont besoin de l'ICO pour justement trouver de la communauté. Alors, investir dans une ICO, est-ce que c'est trop tard? Comment on fait? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est risqué?